Je voudrais vous dire comment Voltaire s'explique son attitude par rapport à la guerre. C'est-à-dire, où trouve-t-il la justification d'être derrière les conflits? Parce que nous verrons ensuite qu'il va être organisateur de conflits armés. Voilà ce qu'il écrit dans le traité de métaphysique qu'il écrit au moment donc, où il est occupé à se soucier de ce qui se passe en Italie avec tous ces combats. Il écrit ceci. Presque tous les animaux se mangent les uns les autres et dans l'espèce humaine, les mâles s'exterminent par la guerre. Il semble encore que Dieu ait prévu cette calamité en faisant naître parmi nous plus de mâles que de femelles. En effet, les peuples qui semblent avoir songé de plus près aux intérêts de l'humanité et qui tiennent les registres exacts des naissances et des morts se sont aperçus que, l'un portant l'autre, il naît tous les ans un 12e de mâles plus que de femelles. C'est très fort. Parce que la guerre devient une mesure de salubrité publique, ou alors de confort dans la vie de couple, pour ne pas déranger les équilibres naturels. Pourrait-on dire que Voltaire deviendrait une sorte de promoteur de la guerre généralisée de tous contre tous? C'est peut-être aussi la question qu'on peut se poser. Eh bien, c'est peut-être la guerre de tous contre tous, mais quand même, je prends des mesures de protection personnelle quand je m'appelle Voltaire. Voilà. Car il écrit « Si quelqu'un infère de tout ceci qu'il n'y a plus qu'à s'abandonner sans réserve à toutes les fureurs de ses désirs effrénés, et que, n'ayant en soi ni vertu ni vice, il peut tout faire impunément, il faut d'abord que cet homme voie s'il a une armée de 100 000 soldats bien affectionnés à son service, encore risquera-t-il beaucoup en se déclarant ainsi l'ennemi du genre humain. Voilà. Donc il vaut mieux avoir 100 000 soldats. Bon, soldats, oui, 100 000, oui, mais Voltaire ne les a pas. Oui, momentanément. Ah, oui. Quand il dit 100 000 soldats, il pense à la petite troupe du roi de Prusse. Ah, la petite troupe du roi de Prusse ne pourrait-elle pas devenir la petite troupe du petit Voltaire? Mais Voltaire, c'est ce philosophe dont on nous dit que pour lui, ce qui est important, c'est l'être humain, c'est la paix, c'est le développement des connaissances, c'est... Bon. Je vois que là, il faudrait encore que je vous parle de guerre. Eh bien, je vais vous en parler de cette façon. Nous avançons dans le temps. Voltaire écrit à ses amis, le comte et la comtesse d'Argental, « Eh bien, mes adorables anges, ce petit hémisphère est plus fou et plus malheureux que jamais. Et moi, ne suis-je pas un des plus infortunés de la bande? Les uns vont mourir de faim, ou par l'épée des ennemis vers le Danube, les autres sur le Main, et moi, où vais-je? Où suis-je? J'ai bien peur de mourir de chagrin, loin de vous. » Et puis ceci, le roi de Prusse est réellement indigné des persécutions que j'essuie. Il veut absolument m'établir à Berlin. Ouh, les 100 000 hommes. Pourquoi pas? Parce qu'évidemment, dans le royaume de France, on s'en doute, Voltaire est très malheureux. Je saute la liste des gens qui s'efforcent de faire embastiller. Parce que Voltaire, au collège Louis-le-Grand, outre qu'il a rencontré les futurs ministres des Affaires étrangères et de la guerre, les frères d'Argenson, outre qu'il y a rencontré le petit-neveu du cardinal de Richelieu, futur maréchal de Richelieu, très important pour le fait avec ses armées de spolier les populations, le Richelieu. Un petit truc, c'est que Voltaire a prêté de l'argent à Richelieu, puis Richelieu ne rendait pas. Et parmi ceux à qui Voltaire a prêté, Richelieu, c'est celui qui aura le moins rendu. Parce que comme Voltaire l'a compris très tôt, à travers le maréchal de Villars, pour faire sa vie, il faut quand même avoir un maréchal dans sa poche. Alors on peut bien lui prêter de l'argent et jamais trop réclamer, parce qu'on a vraiment besoin du maréchal qu'on a dans la poche. Et bien, de la même façon, Voltaire, quand il était chez les Jésuites,
a rencontré certains personnages, dont un qui allait devenir lieutenant général de police. Ça peut être intéressant quand on a des petites lettres de dénonciation. Et alors je ne m'étends pas parce que ce qui est fantastique, c'est que Voltaire arrive à dénoncer ses propres imprimeurs. C'est très très fort. Vous voyez, moi, que je balance une sorte de saleté et puis que je fasse imprimer ça par quelqu'un en lui disant « faut le faire en douce » et qu'ensuite je lui envoie les flics. Là, on a ça précisément. Je saute parce que l'horreur, à certains moments, est telle que vaut mieux quand même ne pas trop se salir. Eh bien, ce que fait Voltaire à ce moment-là aussi, parce qu'il veut entrer dans les bonnes faveurs du roi de Prusse, comme je l'ai dit, il faut qu'il arrive à montrer que la France est un bon allié. Et dans ce cas précis, on a des doutes en Europe sur la possibilité pour l'armée du Royaume de France d'avoir une vraie force. Donc Voltaire, s'adressant à Frédéric II de Prusse, lui écrit par exemple ceci. On compte actuellement 325 000 hommes, y compris les invalides. Ce sont 300 000 chiens de chasse qu'on a peine à retenir. Ils jappent, ils crient, ils se débattent et cassent leur laisse pour courir sus aux Anglais et à leurs pesants serviteurs, les Hollandais. Toute la nation, en vérité, montre une ardeur incroyable. Je vais enjamber tout ça parce qu'à ce moment, de la même façon, Voltaire joue les espions pour le compte du roi de France. Donc, il est censé transmettre des informations au roi de France, ce qu'il va faire effectivement. Et puis, de la même façon, il lui faut franchir la frontière. Il lui faut quitter le royaume de France et entrer tambour battant chez le roi de Prusse. C'est une question d'argent. Voltaire, ayant rendu quelques services au roi de France, envoie une lettre à son ami le marquis d'Argenson, désormais ministre des Affaires étrangères, où il écrit ceci. « La charge de gentilhomme ordinaire ne vacant presque jamais, et cet agrément n'étant qu'un agrément, on y peut ajouter la petite place d'historiographe. Et au lieu de la pension attachée à cette historiographie, je ne demande qu'un rétablissement de 400 livres, etc. etc. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Voltaire présente une sorte de facture, en disant « je vous ai transmis quelques petites informations, ça mérite récompense ». Je saute là parce qu'il y a d'autres moments où Voltaire présente les factures. Je vous dis une petite chose et je m'arrêterai à nouveau à propos de ceux qui trouvaient la mort sur les champs de bataille. À cette époque-là, évidemment, ça n'était pas lié à la conscription, se trouvaient dans les armées des mercenaires. Comme Voltaire s'en amuse, ils étaient payés vraiment très très peu, c'était à un certain moment 7 sous par jour, ce qui doit faire 150 livres par an. Par rapport à mon manouvrier, c'est moins, mais nourri logé à la Belle Étoile, si on veut, ainsi de suite. Mais ensuite, une fois qu'ils avaient pris leur engagement, voilà ce qui se passe selon donc, un spécialiste de l'histoire militaire de cette époque. En France, de 1716 à 1775, nous y sommes, on infligea la peine de mort à un déserteur sur 3 tiré au sort. Tandis qu'à la fin du XVIIIe siècle, le contrôle des troupes avait réussi à réduire la désertion à environ 4000 cas par an, soit environ 2% des effectifs. Ce qui nous fait tout de même à peu près 1300 fusillés par an. Là, on a affaire véritablement à de la chair à canon. Et ce qui est très curieux, comme Voltaire va le remarquer, c'est que le prix peut baisser, quoi. Nous sommes là à 7 sous, ça peut aller plus bas.